Et nous prolongeons notre réflexion avec notre invité Bernard Orcade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et notamment membre du comité de rédaction d'Orient 21. Je vous remercie beaucoup de nous apporter des éléments de compréhension. Alors, on parle depuis quelques heures seulement de retour à la normale, situation sous contrôle. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est probablement le cas. On a vu une révolte populaire, presque une révolution très massive, qui a montré la mobilisation de toute la population iranienne, pour des raisons économiques qui ont unifié un peu tout le monde, et non pas sur un secteur particulier. La répression a été épouvantable, on y reviendra. Après une telle répression qui est unique, il y a eu en 2019 environ 1500 tués, c'est déjà énorme, dans une révolte contre le prix de l'essence. La manifestation contre des femmes pour le port du voile, contre le port du voile obligatoire, c'était 500-600 tués, c'est déjà énorme. Et aujourd'hui, on parle de plusieurs centaines ou milliers de morts. C'est donc un phénomène exceptionnel, c'est un tournant dans la politique intérieure iranienne. Donc, les chiffres, il n'y aura pas 800 exécutions, il y en aura, peu importe, le drame est épouvantable. Le drame est épouvantable. Donc, il faut voir maintenant comment l'analyser, pourquoi ça s'est passé comme cela, et dans quelle mesure ces événements sont de nature à faire évoluer la situation en Iran et les rapports entre l'Iran et ses voisins, notamment du Golfe Persique, bien évidemment, mais aussi américains et israéliens. C'est vrai que cette répression pourrait être la plus violente de l'histoire contemporaine de l'Iran. On peut se demander comment le régime est parvenu à mater ce mouvement. On avait l'impression qu'il était différent des autres malgré tout. Est-ce que c'était le cas ou est-ce qu'on s'est fait leurrer par une pression internationale? Alors, la manifestation au départ était soutenue par pas soutenue, mais comprise par le gouvernement, Mm. qui n'ont pas cessé de dire on comprend ces problèmes techniques d'économie, on va trouver des solutions, on négocie, on discute. Il y a eu déjà quelques morts, des heurts, mais marginaux, hélas. Ou tant mieux qu'ils étaient marginaux. Mais ensuite, à partir du moment où, côté israélien, où le but est d'éviter que les États-Unis ne négocient avec l'Iran, parce que les États-Unis étaient en train de renégocier avec l'Iran un accord sur le nucléaire et la levée des sanctions. Ce que ne veut pas Israël, bien évidemment. Les Israéliens, à partir de mardi et mercredi, ont annoncé officiellement, directeur du Mossad, je soutiens les manifestants. Et d'ailleurs, nous avons sur place des éléments qui soutiennent directement dans la rue les manifestants. Et le fils du Shah, à ce moment-là, arrive comme solution éventuellement de remplacement. Résultat, il annonce des manifestations pour le jeudi, le vendredi. Et à ce moment-là, les choses ont changé. Et du point de vue du gouvernement, il ne s'agit plus d'une manifestation iranienne, mais délibérément d'une attaque internationale soutenue par Israël. Et donc, du jour au lendemain, les manifestants iraniens sont devenus, à tort, mais perçus comme cela, comme des agents d'une puissance étrangère. Et donc, à ce moment-là, à l'intérieur du gouvernement iranien, où les plus radicaux voulaient réprimer, les réformateurs, les gens plus modérés du gouvernement, le président Pezeshkian disait non, on discute. Il y avait une division, il y avait un équilibre. À partir de ce moment-là, tout le monde au gouvernement est uni, y compris les réformateurs, y compris le président Pezeshkian qui dit « Hélas, nous avons en face de nous non pas des manifestants, mais des agents d'étrangers, donc répression ». Ils se sont fait voler leur révolution, en somme, Tout à fait. les Iraniens, écrasés par cet interventionnisme américain, israélien, on comprend, à des puissances qui les dépassent. Pourtant, il y a cette fatigue, cette exaspération qui est là, cette colère qui revient régulièrement. Elle est présente, mais peut-elle réellement aboutir? Pour que les choses changent en Iran, il faut évidemment une pression populaire importante. Pour l'instant, elle a été divisée sur des objets différents. Tous les 2-3 ans, il y a une révolte majeure. Et ça peut continuer, et ça continuera encore comme ça si les choses ne changent pas. Mais la pression est incontestable. Alors comment ça peut changer? Il faut effectivement une opposition unie. Or, il n'y a pas d'opposition unie. Ça fait 45 ans que le régime islamique existe. Et les royalistes, par exemple, le fils du Shah revient régulièrement, mais il n'a pas fait un parti politique royaliste bien structuré avec des relais en Iran. Il n'en a pas. L'extrême gauche, les Moudjahidines du peuple réfugiés en France, pareil, ils proclament leur opposition à la République islamique. Ils ont été incapables de créer un véritable parti politique fédérant tout le monde. Autrement dit, le gouvernement islamique en place, lui, qui est fort et relativement uni jusqu'à maintenant, est très satisfait de voir une opposition tout à fait divisée. Et quand il y a effectivement une opposition plus structurée en avançant de façon médiatique le fils du Shah, par exemple, ils peuvent aisément dénoncer que c'est un personnage falot qui n'a aucune influence et qui n'existe que parce qu'il est soutenu par les Israéliens. Et ça justifie la répression. Il n'avait pas besoin de ça pour justifier. Mais aujourd'hui, il y a une espèce de consensus en disant je ne veux pas être manipulé par les Israéliens. Et donc, division de la population iranienne. Le régime iranien est fort, mais le guide suprême, lui, il est détesté par le public. Est-ce qu'il est réellement encore soutenu au sein même de ce système?
Le guide est au-dessus, mais il peut être aussi le roi d'Angleterre. C'est-à-dire quelqu'un qui est au-dessus de tout, religieux et politique, mais en fait qui ne gouverne pas. Oui, est-ce qu'il dirige d'ailleurs réellement toujours aujourd'hui? De mon point de vue, non. Certains disent non, tout est décidé par lui, c'était quelqu'un d'épouvantable. Ce n'est pas le cas. Je ne crois que ce n'est pas le cas. Et son fils est très actif, hein, je crois. Absolument. Donc, ce n'est pas la question essentielle. Il y a un système d'oligarques mis en place en Iran depuis le début de la révolution qui bénéficie d'avantages économiques considérables, entre autres les taux de change différentiels. Ils peuvent acheter des choses à 200 000 rials, $1, alors que les gens, c'est 1 400 000 pour un même dollar. Autrement dit, ils ont depuis 45 ans accumulé des richesses considérables, où pouvoir politique et économique sont mélangés, et c'était là le cœur du sujet. Et là, les Iraniens sont toujours conscients de cette injustice fondamentale, et c'est là que Trump peut arriver en disant que l'Iran est un pays important. L'Iran, vous le savez, n'a pas de pétrole et de gaz. Et c'est le seul pays de la région qui a fait une révolution islamique il y a longtemps. Donc l'islam politique n'a pas tellement en ses faveurs. Le guide n'a pas vraiment d'autorité totale, même sur les religieux. Ce n'est qu'un religieux secondaire, le guide actuel. Donc les Américains pensent qu'il ne faut pas tuer l'Iran. Donc une divergence de vue avec les Israéliens. C'est pour ça que Trump, aujourd'hui, n'a pas bombardé. Parce qu'effectivement, l'issue après les morts, il était difficile pour lui de ne rien faire. Mais c'est le but des Israéliens de le bloquer. Mais bombarder l'Iran aujourd'hui, pourquoi faire? Bombarder, tuer quelques officiers, quelques religieux, ça aboutirait à quoi? Mieux vaut peut-être trouver des solutions pour que peu à peu le régime s'effondre et surtout négocie. Le cœur du problème en Iran, c'est 1000 problèmes bien évidemment, c'est la question du nucléaire et des sanctions. Donc, tant que ces deux questions centrales et internationales ne sont pas résolues, il y aura toujours des blocages et ce sont les Iraniens qui en feront les frais. Mais comment faire tomber ce régime si ce régime continue de faire bloc, notamment si les gardiens de la révolution continuent à soutenir le sommet de l'État, s'il n'y a pas d'opposition unie en face? On voit bien qu'on n'a pas du tout les éléments qui étaient présents en 79, par exemple. Tout à fait. En 79, il y avait une union entre les marxistes, trotskistes radicaux, les libéraux et les religieux. Aujourd'hui, il n'existe pas cela, mais 45 ans de relations conflictuelles à l'intérieur du régime, des amis de 45 ans qui se détestent, qui savent qu'ils arrivent au bout du système, que le régime ne va pas s'effondrer comme ça, mais on arrive au bout, il faut trouver une solution. Les choses sont très différentes à l'intérieur du régime. Il y a des oppositions très fortes entre les radicaux et les conservateurs. Et donc c'est de l'intérieur du régime qu'il faut voir l'effondrement. Quelles sont les failles? Les gardiens de la révolution sont divisés. Certains disent priorité pour défendre Israël, pour défendre Jérusalem et Israël, c'est fini cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Défendre nos intérêts, défendre notre position. Donc, s'il faut couper la main des voleurs, de certains voleurs, et me séparer d'un certain nombre de gens pour protéger mes propres intérêts, donc division chez gardiens de la Révolution. Dans le clergé, les massacres de ces jours-ci. En islam, la justice est importante. On n'a pas le droit de tuer comme ça des innocents. Il y a chez les bons musulmans, il y a encore des musulmans en Iran qui croient en Dieu et qui croient en l'islam. Ils ne sont pas d'accord avec ce genre de choses. On se souvient qu'en 88, lorsque des massacres ont eu lieu dans les prisons iraniennes pour s'opposer à la gauche essentiellement, l'ayatollah Montazeri, qui est le successeur officiel de Khomeini, un des piliers du régime, a dit « on n'a pas le droit de massacrer des gens qui ont été déjà condamnés ». Il a été mis sur le banc, il a été fini sa vie en résidence surveillée. Division fondamentalement dans le clergé. Et aujourd'hui, on peut penser que les massacres de ces jours-ci auront moins provoqué, ils ne seront pas peut-être morts pour rien, des divisions à l'intérieur des mollahs pour des questions de morale islamique, intérieur des gardiens de la Révolution parce qu'ils disent il y a vraiment le feu au lac, il faut donc trouver des solutions. Le régime se divise et c'est par une implosion à l'intérieur du régime qu'on pourra avoir quelque chose. Pour conclure, s'il n'y a pas une conclusion possible, certains disent que c'est la Révolution. Comme elle était en URSS en 89-90, il a fallu que le responsable du Parti communiste dise on arrête, on dissout. Ou bien après la Révolution française, 8 ans de révolution, un certain général Bonaparte, il s'appelait, est arrivé et a dit la révolution c'est fini, maintenant il faut passer aux choses sérieuses. Est-ce qu'il y aura en Iran un groupe de gens ou quelques individus capables de dire arrêtons de massacrer inutilement, l'Iran est un grand pays et faisons un accord avec Trump parce que c'est la seule solution finalement, puisque lui veut bien discuter avec nous, mais les Israéliens ne sont pas d'accord avec cela. Parce que là, ce qui est absolument tragique, et c'est ce que l'on voit sur les images derrière vous, c'est que ce sont des individus, on l'a vu notamment avec le bazar il y a quelques semaines, ce sont des individus qui individuellement prennent des mesures de résistance pour dénoncer cette hypocrisie du régime, cette corruption dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des individus qui sont prêts à mourir, à se tuer. On peut vraiment parler d'une génération sacrifiée. Et effectivement, on se demande jusqu'où elle va se sacrifier, jusqu'où elle va pouvoir obtenir enfin, j'allais dire, la complétude de la révolution qui a été initiée
en 79, on y revient. Tout à fait. Actuellement, c'est la troisième génération depuis la Révolution, dont le grand-père avait fait des choses pour la liberté, pour l'indépendance, la prospérité et l'islam, qui est une religion importante. Aujourd'hui, les gens, effectivement, se sont manifestés de façon dispersée, éclatée. Parce que le commerçant du coin, qui est conservateur, qui est traditionnel, soutien du régime, même plus ou moins, était furieux et a commencé à faire grève. Donc je peux soutenir l'épicier du coin, il y avait une protection, mais c'était éclaté. Personne n'a dit manifestons de façon concentrée et coordonnée. Résultat, les gens se sont fait massacrer parce qu'ils étaient dispersés. Et par ailleurs, les gardiens de la Révolution ont mis en avant, non pas eux qui sont l'aristocratie du régime, mais ils ont mis les milices populaires, des Bassidji, qui sont des voyous, qui sont donc prêts à tuer père et mère, qui n'ont pas, disons, la morale, entre guillemets, politique et la conscience politique des gardiens de la Révolution, ce qui a abouti au massacre de ces jours-ci. Donc, la volonté des gens, des Iraniens, profonde et unanime, de trouver une issue, elle est évidente. Mais ça peut se traduire par des massacres comme maintenant. Donc la question est de savoir, puisque l'extérieur, c'est pas le fils du chat ou l'extrême gauche iranienne qui va souder l'opposition, il faut donc que ça vienne de l'intérieur du régime, qui est divisé. Donc regardons à l'intérieur du régime iranien quelles sont les divisions et voir si quelque chose émerge pour pouvoir effectivement casser ce cercle infernal et aboutir à quelque chose de durable. Et je le répète, la question fondamentale, c'est d'ouvrir à l'ouest ou bien à la Chine. C'est le choix. Donc, est-ce qu'effectivement, mieux vaut discuter avec Trump, qui est prêt à des conditions à déterminer pour pouvoir trouver une solution au nucléaire et à la levée des sanctions qui sont nécessaires pour résoudre la crise économique, ou bien on laisse l'Iran pourrir sur place, et dans ce cas, les Chinois se feront un plaisir de prendre pied en Iran de façon durable. On reçoit en ce moment même des images en direct d'Irak, de soutien, d'Irakiens en soutien à Bagdad, en soutien aux Iraniens. C'est vrai que pour expliquer le rétropédalage de Donald Trump, il y a le plan israélien, mais il y a aussi les pays arabes qui ont fait largement pression sur les États-Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Oman. C'est vrai qu'ils n'ont pas du tout intérêt à avoir une situation de grande déstabilisation avec l'Iran. Et l'argument qui a été brandi au président américain, c'est le pétrole, c'est la chute du cours de pétrole. Ça reste un argument fort quand on parle de l'Iran. Tout à fait. Il est important de voir que les pays voisins ne veulent pas d'un Iran déstabilisé, veulent pas que le prix du pétrole soit handicapé par des événements majeurs. Ils veulent une sécurité. Bon, c'est une chose évidente. Et il faut voir que les pays voisins également ne voulaient pas d'une attaque militaire. Une attaque militaire de l'Iran. On n'a jamais vu une démocratie arriver à coups de bombardements aériens. Donc tout le monde dit les frappes américaines sur l'Iran, on va tuer des généraux. Ça n'est pas une solution. Ça va toucher les Iraniens, créer une certaine unité nationale autour du régime ou ce qu'il en reste, plutôt que de faire tomber le régime. Il y a vraiment, même chez les experts, des analyses différentes. Certains disent le régime est au bout du rouleau, on tue une dizaine d'ayatollahs et quelques généraux de gardiens de la Révolution, et la question est résolue, le système s'effondre. Mais qui prendra le pouvoir après? Dans les pays de la région veulent la stabilité. Il se rend compte qu'Israël, et c'était dit souvent par des gens en Arabie Saoudite, certains disent que la menace de la région d'instabilité, c'est Israël qui, effectivement, entre Gaza et l'Iran, suscite des instabilités. Alors que la Chine a une autre idée. Et surtout, on a le choix entre soit Israël, soit les Américains. Et donc, pour l'instant, soutenons les Américains dans leur volonté comme il l'a fait au Venezuela, de mettre la main sur le pétrole d'une façon ou d'une autre, mais au moins il y aura une règle connue. Et donc, les cartes sont actuellement effectivement dans les mains de Trump parce que tout le monde dit il faut éviter une guerre, il faut éviter un conflit. Ne suivons pas la politique israélienne qui cherche la guerre, cherchons la solution de Trump, même si c'est dédié et a abandonné en apparence les Iraniens. Il a plutôt rendu service aux Iraniens en cherchant une solution durable plutôt que des conquêtes militaires éphémères. Je le rappelle, États-Unis, Venezuela, Iran, ça représenterait 70% des réserves mondiales de pétrole. Globalement. Voilà, le chiffre donne beaucoup d'informations. On peut envisager que l'Iran, préventivement, frappe des bases, des positions américaines dans la région après ce paroxysme de menaces entre les deux pays. Le danger est écarté. Si effectivement Trump avait attaqué l'Iran à nouveau et l'Israël aussi, il est évident que l'Iran aurait répliqué. C'est une évidence. N'importe quel État l'aurait fait. Qui sont les cibles possibles? La base d'Al-Udeid à Doha, éventuellement à Bahreïn, les quelques bases américaines qui restent en Irak, et même Israël. Et mercredi après-midi, j'entendais en Israël des échos qui disaient si une guerre éclate, nous serons les premières victimes. Est-il vraiment nécessaire d'attaquer l'Iran aujourd'hui militairement, sachant que ça ne sera pas une solution politique durable, mais à court terme, l'Iran est capable de faire réellement des dégâts en Israël. Et ça, en Israël, on le craint aussi.
Est-ce que là, l'opposition va pouvoir entrer dans un temps pour essayer justement de se, structurer, de parler, d'une seule voix? On comprend que Reza Pahlavi a pu émerger sur la scène médiatique parce que, parce qu'il était, le seul, parce qu'il a été Mmh. poussé aussi, vous le disiez, par d'autres forces et ce que l'on entendait, c'est n'importe qui sauf les mollahs. Donc il faudrait qu'une figure, que cette opposition soit capable, de se rassembler. Même si on comprend bien que c'est compliqué pour, de rassembler 90 millions d'Iraniens. L'opposition à l'étranger, c'est très simple. Il faut respecter les Iraniens de l'intérieur. Ce n'est pas en voyant les manifestants à Paris, à Londres, ou à Berlin ou aux États-Unis qu'on va trouver la solution. Khomeini, les Iraniens l'ont fait. Il est venu de l'extérieur, avait une base locale et voyait le résultat. Donc c'est évident que c'est à l'intérieur du pays. Il faut respecter les Iraniens. Ils sont ce qu'ils sont. C'est donc de l'intérieur du régime et de l'intérieur de la population que pourra émerger une force nouvelle qui pourra effectivement être une première étape vers un changement politique profond en Iran. Une première étape, mais ça viendra de l'intérieur et non pas de l'extérieur. On va se quitter sur ces mots. Je remercie beaucoup Bernard Ocade d'être venu nous livrer votre analyse sur ce plateau. Merci à vous.